Chers amis, nous nous retrouvons depuis l'émission d'hier que vous avez peut-être écoutée. Si vous l'avez écoutée, eh bien, vous savez que nous avons hier parlé du beau. Je recevais Christine Surgens pour son livre Anatomie de la beauté et nous avons disserté de la beauté vue par les philosophes, etc. Donc, c'était très bien. Nous avions aussi Aude de Queyros qui tente depuis tant d'années d'imposer l'idée que l'art, ce n'est pas seulement l'art coté en bourse et vendu internationalement et subventionné par les États, qu'il y a aussi un art qui est vraiment contemporain, les artistes sont vivants et que, eh bien, ils sont zappés, comme on dit aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas dans l'air du temps. Donc, eh bien, aujourd'hui, alors, vous vous en doutez, le beau et le lait, à qu'il est laid le débit de l'eau, à qu'il est beau le débit de lait. Aujourd'hui, c'est le lait, voilà. Alors, non pas que nous soyons laids, nous sommes très beaux. Il y a dans le studio Laurine Martinez, il y a Valérie Michel, que nous Bonjour. n'avons jamais encore interviewée. Donc, on est très content qu'elle nous fasse l'honneur de venir. Et puis, nous aurons en visio Jean-Vincent Chantreau, qui est donc secrétaire général du... attendez, il faut que je pousse mon truc là, parce que voilà. Problème d'ordinateur. Jean-Vincent, voilà, secrétaire général, je ne voulais pas me tromper dans les lettres de l'UFPA, l'Union des pêches artisanales de France, et président de l'association Vent et Terroir. Nous l'aurons donc... Réveil et terroir. Réveil et Terroir. J'ai mis vent, c'était joli vent, mais bon. Réveil, voilà. Heureusement que je l'ai dit, et comme ça, je peux le corriger. Et puis, nous aurons en deuxième partie, Valérie Michel et Jean-Vincent Chantreau nous parleront de la laideur des éoliennes, et pas seulement la laideur, d'ailleurs. Et ensuite, avec Laurine Martinez, nous aborderons la très très laide affaire Epstein, la question de l'esthétique dans l'art, et pourquoi pas dans l'art vocal et dans l'opéra, qu'elle connaît très bien. Et puis, Alexandre Damjanovic, que beaucoup de gens qui suivent cette émission connaissent, qui est désormais directeur culturel de la Colline Saint-Serge, nous parlera de l'épreuve de la musique dite contemporaine, par exemple la musique sérielle, où il était question de ne pas aller vers l'harmonie. L'harmonie, c'est pas bien, c'est trop naturel. Écouter les oiseaux, c'est harmonieux. Alors on va pas faire comme les oiseaux, quoi. C'est ridicule. Donc voilà. Donc voilà le programme. Alors un tout petit édito avant d'écouter mes invités. Les Français sont trop forts. On soulève pour eux le voile d'infamie qui recouvrait depuis 28 ans les partous hyper salés de la gauche caviar, rapte de jeunes Lolita qui disparaissaient ensuite à tout jamais, ni vus ni connus, après leur passage dans l'île enchantée, enfants enlevés à leur mère pour les offrir à des hommes assez inhumains pour trouver du plaisir à les violer. Vous croyez qu'ils hurlent, qu'ils pétitionnent, qu'ils demandent l'ouverture d'une enquête, sachant que nombre d'hommes et de femmes politiques sont mentionnés dans les Epstein Files et d'hommes politiques français. On n'en connaît qu'un pour le moment, mais il y en a beaucoup d'autres. Eh bien, pas du tout. Les Français, ils se disputent à propos de la prononciation du nom de l'individu mort en prison en 2019. Vous et moi qui avons toujours prononcé Einstein, Rubinstein, Weinstein, avec Hein, nous prononçons naturellement Epstein. Mélenchon aussi, ça nous fera au moins un point commun. Mais voilà qu'il s'énerve, Mélenchon, contre ceux qui, arguant que ça se prononce comme ça en Amérique, appellent le dit maître chanteur Epstein. Il dit... Et bien sûr, je l'ai pensé aussi, hein, on a beaucoup de points communs finalement, Mélenchon et moi, que c'est encore un truc pour assimiler le délinquant sexuel à Poutine. Alors, Epstein, Poutine, cela rappelle évidemment l'ancienne querelle sur le duc de Buckingham ou de Bouquincan à la française, ou encore les facéties d'Henri de Lesquen, qui, partisan d'une francisation radicale des noms étrangers, propose Jourdain Bourdaloue au lieu de Jordan Bardella. Incorrigible France
français, incorrigibles ou simplement élégants et pudiques. Se battre au-dessus du trou-plein d'immondices sur des détails sans importance évite en effet d'y plonger le regard. Mais notre invité nous en dira plus tout à l'heure. Alors, dans la série on va dire, bon, des choses un peu laides quand même, avez-vous vu Madame Pellicot, rajeunie, coiffée, auteure d'un livre sur lequel elle est déjà invitée partout, un livre sur le bonheur. Elle est heureuse et célèbre, car Hollywood a décidé de faire un film de son histoire, avec Meryl Streep comme actrice principale. Alors, eh bien, finalement, c'est pas difficile de devenir célèbre. Enfin, si quand même. Alors, Robin des Bois est entré incognito à l'Assemblée. Enfin, Robin Faro, qui est un LFI, un jeune garde, un gars de la jeune garde. Et pour le coup, assistant parlementaire, il va à Lyon ou en Italie, au lieu de Paris ou de la circo de son célèbre député. Eh bien, Mediapart ne dit rien. En revanche, un assistant RN qui va à l'enterrement de Quentin, ça ne passe pas. Mediapart le dénonce et menace de faire un énorme scoop sur ses amitiés sulfureuses s'il n'est pas éjecté. Macron, chef de guerre. Mon ami Véziane de Vézin, longtemps journaliste au Figaro, a écrit sur sa page Facebook « C'est formidable l'air qu'il peut déplacer tout seul, comme un grand. Expert en brassage de vide et en moulinet avec les bras, Macron, c'est l'éolienne de l'Élysée. » Vous voyez tout de suite la fine transition avec ma première invitée. Alors... il faut arrêter ces méchancetés, Véziane. Vous avez bien compris que Macron est enfin chef de guerre. Il envoie le Charles de Gaulle, il envoie des Rafales, et il avait du mal à remuer les Anglais et les Allemands pour la guerre en Ukraine, et du coup, là, il va y aller tout seul. Donc, eh bien, à propos d'éoliennes, chère Valérie Michel, je suis très heureuse de vous revoir ici. Je dis pour les auditeurs que, eh bien, Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, joli nom d'une très belle presqu'île du Cotentin, va voir surgir devant elle un parc d'éoliennes de 350 mètres, voire 380, c'est-à-dire bien plus haut que la Tour Eiffel, qui sera entretenu à moitié par EDF et pour 500 000 € annuels et par total 500 000 € annuels. Donc, logiquement, ça ne devrait pas nous concerner. On ne met pas la main à la poche. Eh bien, vous, ça vous concerne parce que vous adorez cette région où votre famille s'est installée depuis fort longtemps et où vous passiez toutes vos vacances de petite fille. Comme moi-même, dans une Normandie plus proche de Paris, vous avez bu le lait encore chaud du Puy de la Vache. Vous avez connu les réveils froids des matins embrumés et la rapide toilette avec l'eau du puits. Enfin, je ne sais pas, moi en tout cas oui. Mais vous n'avez pas, comme d'autres de votre famille, choisi un métier de plein air, pêche ou élevage, mais un métier d'aventure en salle, celui du cinéma. Encouragé par une mère et un père eux-mêmes engagés dans des luttes politiques et sociales, vous avez un jour d'août 2025 fondé à votre tour une association qui porte le joli nom des Sentinelles de Vauban. Et vous m'avez confié, lorsque nous nous sommes parlé avant cette émission, que c'est la manière dont Alexandre Jardin, après s'être opposé avec succès aux ZFE, merci Alexandre, s'est opposé aux éoliennes et que c'est ce qui vous a conduit, après avoir été référent régional des gueux, à fonder ensuite votre propre association. Alors j'ai d'abord une question bête que tout le monde doit vous poser. Pourquoi Vauban ? Pourquoi Vauban ? Alors déjà, merci de me recevoir. Pourquoi Vauban ? Parce qu'en fait, à Saint-Val-la-Hougue, il y a les Tours Vauban. Ah voilà. Et en fait, entre Saint-Val-la-Hougue et Barfleur, et le premier parc éolien, donc Centre-Manche 1, sera situé à 30 km à peu près, à 30 km des Tours Vauban. Donc les Sentinelles de Vauban, c'était pour moi une évidence de rappeler, de faire un rappel historique également. Alors, je suis heureuse que vous veniez en ce moment parce que, eh bien, en ce moment, les grandes discussions du jour, c'est la fameuse PPE. D'ici la 2035, cette PPE prévoit que la production d'électricité décarbonée s'élève à 120. Alors, moi, j'y comprends rien. Les TW, c'est quoi les TW ? Alors, c'est térawattheure. Voilà, j'étais sûre que j'allais dire une bêtise si je disais térawattheure, ce qui correspond à une hausse de 20% par rapport à la production de 2025, a assuré tout récemment Roland Lescure. La PPE, donc ça acte aussi l'accélération du déploiement de l'éolien en mer, spécifiquement, puisque c'est de ça qu'il s'agit
aujourd'hui, fixant une cible de 15 gigawatts gigawatts de puissance installée d'ici 2035 contre seulement 0,84 en 2023. Et donc, on est dans la période où il faut se battre pour que on cesse d'agrandir des parcs éoliens qui sont déjà immenses, hein, on en a déjà beaucoup. Alors déjà, on en a, et ensuite, il y en a qui sont en cours de construction. Par exemple, Centre-Manche 1, où là, récemment, le préfet a rendu un accord favorable pour le raccordement de Centre-Manche 1. Il ne faut pas oublier que Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2, donc Centre-Manche 1 est situé au large de Barfleur et Centre-Manche 2 est situé dans la baie de Seine. Donc, c'est 2 parcs qui se touchent, qui sont côte à côte, à l'est de la Manche. Ouais. D'accord. Ces 2 parcs, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Donc, c'est quand même des frais qui sont très importants, que les Français vont payer, et pour une énergie dont on n'a pas besoin et qui, en plus, n'est absolument pas rentable. Et donc, certaines communes ont quand même voté contre. Alors, en Normandie, pas tellement. Ils ont plutôt été favorables et ça a été largement poussé par Hervé Morin, le président de la région. Normandie, parce que c'était le moyen, enfin, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir toucher des subventions. Or, étant donné que les 2 parcs sont maintenant en ZEE, c'est-à-dire en zone exclusive, toutes les subventions qui étaient initialement prévues, en fait, retomberont à l'État. Donc, finalement, les communes toucheront quasiment rien ou des miettes. Alors, c'est certainement un autre parc dans lequel elles se sont opposées. Moi, j'avoue, je connais la Normandie, mais je ne connais que certains endroits. Certainement en Bretagne, où il y a eu beaucoup d'opposition également à des parcs. Eugleville, je ne sais pas où c'est, Eugleville. Des communes de Val-de-Cy et d'Eugleville. Donc, je ne sais pas où c'est, mais elles ont protesté. Mais en fait, de toute façon, ça n'a effectivement servi à rien. Alors, il y a quand même quelque chose de... On en avait parlé au téléphone, mais j'ai recherché pour que je puisse appuyer ce que je vous disais sur quelque chose, en parlant d'Hervé Morin. Pourtant, il a déclaré, là vous allez me dire, soit c'est hypocrite, soit il est mensonger, mais il avait déclaré quand même que pour le nucléaire, il parlait de la centrale de Penly en Normandie, au-dessus de Dieppe, que c'était bon pour tout, que c'était bon pour la souveraineté, que c'était bon pour les emplois, que c'était bon pour la pollution, pour les prix compétitifs. Enfin bref, il avait défendu le nucléaire, ce qui supposait qu'à côté de ça, il ne soit pas très favorable à l'éolien terrestre et au photovoltaïsme, d'une part. Alors, je n'ai pas vu ce qu'il avait dit sur l'éolien offshore, mais il était quand même parti sur une bonne direction au départ. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis comme ça ? Hervé Morin qui défend le nucléaire, ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est évident. Enfin, il y a déjà la centrale de Flamanville dans la Manche, donc il a plutôt intérêt à la défendre. En revanche, pour ce qui concerne les projets éoliens, il est contre l'éolien terrestre. Il est pour l'éolien offshore. Alors terrestre, ça peut se comprendre puisqu'il a une jolie maison dans le Calvados. Ce serait quand même bien dommage d'avoir une vue qui soit bouchée par 2 ou 3 éoliennes. En revanche, il pousse quand même considérablement pour l'éolien offshore et notamment pour les projets de Centre-Manche 1 et 2. Alors son discours a dû être, parce qu'il l'avait orienté comme ils font d'ailleurs, il avait dit, donc je l'ai noté, la variable d'ajustement des énergies renouvelables, l'absurdité de la politique constituant à en faire la variable d'ajustement des énergies renouvelables. Alors, à faire du nucléaire la variable d'ajustement des énergies renouvelables. Je vais y arriver. Le problème, c'est que, en fait, le problème des énergies renouvelables par rapport au nucléaire, c'est qu'en fait, elles dépendent du nucléaire. Donc, ça veut dire que quand on met en route des éoliennes, il faut que les centrales équilibrent en fait la production. Et en équilibrant la production, vous détériorez le système du nucléaire. Donc, vous les rendrez plus fragiles, donc plus coûteuses parce qu'il faut les sécuriser davantage. Donc, au final, c'est on baisse la production du nucléaire pour augmenter celle de l'éolien pour un rendement éolien qui, de toute façon, reste quand même extrêmement bas. Donc ça reste quand même un vrai problème. Oui, donc ça, il l'a pas dit, ça. Une centrale nucléaire, elle est censée, et au départ, elle est censée pour fonctionner à plein régime. Elle n'est pas censée fonctionner à 60%. Si vous réduisez une centrale à 60%, forcément, elle fonctionne pas correctement, et donc il y a des ajustements qui sont faits.
Bien sûr, donc ça, il s'est bien gardé de le dire. Pourtant, moi, je trouvais que, voilà, quand on n'est pas au courant d'un problème, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que quand on n'est pas au courant d'un problème, moi, je me disais, bah, c'est bien, c'est un type sympathique, Morin, Je bon, pense qu'il le sait très bien, oui. mais que le discours est à géométrie variable et qu'il va un peu là où la sardine est la meilleure. Mais C'est ça. Euh, Donc, pour résumer un peu pour nos auditeurs, parce qu'ils n'ont pas tous forcément non plus la géographie de la Normandie dans la tête, le nombre d'éoliennes terrestres dans les départements de Normandie, c'est ce que j'ai lu, hein, vous me corrigez si c'est pas ça, le nombre d'éoliennes terrestres dans les départements de Normandie en 2022, donc c'est il y a quand même déjà 4 ans, selon l'Observatoire régional énergie-climat, c'était à 214 éoliennes, donc pour le Calvados, 78 éoliennes pour la Manche et 68 éoliennes. Et donc tout ça, c'est la base à partir de laquelle on va augmenter, puisqu'il a été dit qu'on allait augmenter tout ça finalement. Oui. Et donc, mais d'ailleurs, je constate qu'il n'y a pas toute la Normandie en fait, c'est juste. non, après, l'augmentation est considérable, mais par exemple, pour Centre-Manche 1 et 2, si le projet se fait, c'est 120 éoliennes de 350 mètres de haut sur 500 km², ce qui représente à peu près les 2 tiers de New York, Ah oui. ce qui est quand même considérable. Alors ça, il est où celui-là? Donc c'est Centre-Manche 1 et Centre-Manche 2, donc c'est à l'est de la Manche. C'est-à-dire que vous avez Cherbourg, et c'est vraiment sur la côte Donc est. c'est celui qui vous concerne? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Alors, les arguments, puisque je suis là, moi, toujours pour faire un peu l'avocat du diable face à mes invités qui défendent bien leur point de vue, on lit que les taxes dues par les exploitants des parcs éoliens génèrent des recettes fiscales au niveau local, comme toute activité économique implantée sur un territoire, et qu'une éolienne terrestre rapporte ainsi de 10 000 à 12 000 euros par an et par mégawatt, c'est ça, installé aux collectivités territoriales environnantes. Donc ça, vous nous avez dit tout à l'heure que... Mais tout dépend d'où c'est placé, en fait. Il y a quand même une zone de flou, notamment en ce moment, sur l'attribution des subventions allouées en fait, aux communes. Plus les éoliennes sont proches du territoire, plus les communes sont censées toucher. Plus c'est loin, moins elles sont censées toucher. Enfin, elles touchent rien finalement, puisque ça revient à l'État. Globalement, c'est un peu ça qu'il faut... Mais alors, il est particulier, parce que moi, dans le coin où je suis, malheureusement, ils y pensent aussi. Terrestre, évidemment, puisque je suis dans le Perche, qui n'est pas du tout maritime. Et ce qui s'est dit, bon, la commune a refusé, hein, pour le moment. C'est bien. Oui, mais ce qui s'est dit, et c'est beaucoup, c'est que les particuliers n'étaient pas très contents, parce que ceux sur lesquels on implantait les éoliennes, pour eux, c'était vraiment un bonus sur le plan... Mais oui, c'est-à-dire que à partir du moment où vous une entreprise implante des éoliennes sur une terre, le propriétaire de la terre touche des subventions. Qui sont variables. Donc c'est difficile après, de dire aux gens, bah, écoutez... Mais c'est très compliqué. C'est comme certains pêcheurs aujourd'hui qu'on achète parce que on achète leur silence pour implanter ces parcs. C'est la même chose, mais après, c'est difficile de juger. On ne peut pas juger... chacun voit midi à sa porte. Quand vous avez une famille, une maison, des enfants à élever, et que vous avez l'appât du gain et une entreprise qui vous dit, bah, écoutez, monsieur, madame, on vous donne tant, et en contrepartie, bah, on met une éolienne. Oui, alors certes, sur le coup, le propriétaire ou le pêcheur est content. Il se dit, bon, bah, j'ai de l'argent là, maintenant, mais dans les 3 ans à venir, c'est où sa maison qui sera dévaluée, et puis, en tout cas pour la pêche, qui est un sujet qui, moi, me touche beaucoup, c'est que en fait, on détruit complètement des économies locales, et c'est dramatique. C'est-à-dire que demain, ces parcs, que ce soit dans la Manche ou en Bretagne, il y a quand même la pêche artisanale qui est là. Donc, quand on part en vacances en France et qu'on adore manger un plateau de fruits de mer ou du poisson ou des huîtres avec un bon verre de vin blanc au soleil sur le port, pardon, mais si demain on n'a plus ça, on perd un peu de nos racines, on perd un peu de petits bonheurs qui sont quand même loin d'être désagréables. Et puis c'est complètement des activités économiques qui sont vouées à l'échec. Donc c'est pas rien. Enfin, c'est une économie qui existe, qui est là, et je pense qu'on doit vraiment sauver la pêche artisanale. C'est un vrai enjeu. Alors on va. Oui, c'est complètement la corruption. C'est la corruption. Oui. C'est-à-dire, en fait, vous allez donner aux gens de l'argent pour accepter quelque chose, si j'ai bien compris, qu'ils n'auraient pas accepté au départ. Non.
Je suis venu un petit peu en retard. Est-ce que vous avez parlé du coût de ce que ça représenterait dans 25 ans quand il faut les défaire? On va y arriver. On va déjà. Ah oui. Avant Et de 4 tonnes, je crois que c'est 4 ou 5 tonnes de béton qu'il faut mettre Voilà, pour alors maintenir. c'était C'est vachement écologique. Hein. Aujourd'hui, Génial, hein. et ce que vous dites, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les politiques environnementales, mais d'une manière générale, nous disent oui, alors vos bouteilles d'eau, il ne faut pas les jeter sur la plage, ce qui en soi est complètement logique. Et je pense que, malheureusement, il y a toujours des pollueurs, il y a des idiots partout. Mais à l'inverse, ça ne dérange pas les politiques de déverser des tonnes et des tonnes de métaux, de ciment au fond de la mer. Mais là, pour le coup, on n'a personne pour nous dire, oui, effectivement, Voilà. alors entre la bouteille en Exactement. plastique qu'on peut ramasser facilement et la chape de béton Oui, en effet. et les métaux lourds qu'on va implanter en sous-sol, personne n'est là pour dire, effectivement, c'est quand même un désastre écologique Oui, et donc, environnemental. En fait, ceux qui défendent soi-disant l'écologique, en fait, c'est tout à fait le contraire. Plus la corruption. Plus la corruption qui est avouée. C'est l'État Qui est avouée. Non, mais je veux dire, c'est une corruption qui est avouée. Qui impose. Non, parce que, je dis pas non de manière générale, je dis c'est l'État qui impose pour le bien de tous quelque chose qui évidemment a de mauvaises conséquences écologiques. Ça c'est sûr. Maintenant qu'il y ait des corruptions au niveau local, ça certainement. Quand le citoyen comprend que c'est bien pour lui, il n'a pas besoin qu'on le paye pour accepter. Un peu de logique. C'est vraiment la corruption. Oui, on peut pas. Moi, j'ai vu les gens, c'est des gens de mon village, donc c'est pas du tout des gens corrompus. Simplement, ils avaient envie d'avoir de l'argent. Mais ça se pose pas pour les éoliennes offshore. Là, il y a personne C'est celui qui propose qui est corrompu. Si, parce que les éoliennes offshore, les pêcheurs, il y a certains pêcheurs qui sont hachés. Jean-Vincent vous en parlera très bien. Oui, mais je veux dire, personne ne reçoit d'argent en revanche, puisque ça passe sur des terrains privés. Ils n'ont pas cet argument-là de dire nous on veut des éoliennes parce que ça va nous rapporter. Les pêcheurs, si on les empêche de pêcher, en fait, c'est leur activité principale qui est détruite. Donc en fait, en compensation de vous arrêtez de pêcher, on vous donne de l'argent. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous soyez propriétaire d'une terre ou que vous soyez propriétaire d'un chalutier, quoi qu'il en soit. Et je pense que sincèrement, beaucoup de pêcheurs aujourd'hui préfèrent vivre de leur métier que vivre de subventions. Oui, je ne savais pas qu'ils percevaient. Je croyais que c'était... Moi, je connaissais le problème pour les éoliennes terriennes et pas pour les éoliennes de mer. Alors, pour rebondir sur ce que notre ami Damjanovic, qui est entré dans le studio, merci d'être venu, Bonjour. A dit tout à l'heure, les éoliennes sont posées sur des fondations qui sont des tubes d'acier posés sur les fonds marins entre 12 et 25 mètres de profondeur, quand même. C'est beaucoup, effectivement, hein. Donc, on ne peut pas les mettre en haute mer. On est obligé de les mettre pas trop loin des côtes, quand même, parce que... Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui n'est pas au point, mais qui se teste notamment dans quelques coins de France, c'est les éoliennes flottantes. Mais en fait, c'est des éoliennes où le rendement, le prix du mégawatt est beaucoup plus cher. Ça revient beaucoup plus cher aujourd'hui que l'éolien posé. Et où on n'a pas suffisamment de recul actuellement. Et puis c'est encore plus dangereux pour les bateaux, non? Si elles sont flottantes. Ce qui est très dangereux pour les éoliennes posées pour les bateaux, c'est que c'est tous les câbles qui passent en dessous. Donc en fait, quand vous êtes en mer, vous n'êtes pas à l'abri que votre bateau prenne un câble ou autre. Je veux dire, c'est pas. Mais c'est quand même comme le pétrole, c'est enterré quand même. Non. Oui, mais quand bien même, c'est-à-dire qu'il y a quand même 150 à 200 mètres sous l'eau. Donc c'est quand même c'est pas rien. Aujourd'hui, l'éolien flottant est pas encore mature. C'est pas une technologie suffisamment mature. Bon, il y a quand même, alors s'y opposer, moi je trouve que vous avez tout à fait raison, mais il y a quand même des espoirs parce qu'il y a des technologies qui ont l'air d'enlever un petit peu certains inconvénients. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Attendez que je la retrouve. Alors, c'est ça dont vous parlez, peut-être les éoliennes sans pales? Non? Sans pièces mobiles? Non, ça c'est autre chose, hein. Ça, c'est autre Qui chose. fait figure dans l'acquisition et l'application des nouvelles technologies. Une éolienne sans pales, sans bras rotatifs, sans engrenage, sans bruit. J'ai lu ça, hein. C'est peut-être ceux qui promeuvent ça qui en ont fait la description, donc c'est peut-être pas aussi vrai, mais enfin, sans engrenage, sans bruit, juste une fine tour qui vibre doucement sur l'effet du vent et convertit cette vibration en électricité propre et utilisable. Donc j'ai lu ça dans un article qui était du 23 juillet 2025. Donc ça s'appelle l'éolienne à vortex. Voilà, ce serait une nouveauté, mais pour le moment, ce n'est pas
ce n'est pas prévu. Je crois que ce qui est prévu pour vous, c'est au contraire des éoliennes à grande pale. Elles peuvent aller jusqu'à 100 mètres, les pales des éoliennes. C'est fou. Oui, c'est considérable. Donc, les tests ont eu lieu, mais à Rotterdam, pas en France, hein, pour tout ça. Et donc, alors, vous, si on peut lister, parce que vous nous en avez dit déjà quelques mots, mais si on peut lister les problèmes provoqués par les éoliennes, qu'est-ce qu'on mettrait en premier? Comment est-ce qu'on pourrait donner une échelle un peu? D'abord, il y a l'économie locale, la pêche. Ensuite, effectivement, c'est moche. Enfin, après, c'est une question de goût, mais c'est quand même particulièrement laid. C'est quand même la destruction des fonds marins. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup, mais quand vous coulez des chapes de bâton en mer, vous attaquez les fonds marins et donc vous chamboulez toute la reproduction, etc. Donc c'est pas dans la nature des choses. Bien sûr. Et ensuite, les éoliennes offshore, comme terrestres, c'est quand même une explosion de la facture d'électricité et c'est en ça où actuellement on fait un recours contre la PPE3 qui est menée par Maître Azan pour dénoncer justement cette hausse de la facture et le fait que surtout la PPE3 a été passée par décret et alors que toute taxe et tout impôt doivent être votés au Parlement, ce qui n'a pas été le cas. Et ce qui, à mon sens, est on vole quelque part. D'où la demande du Front National de voter contre le gouvernement à ce moment-là, mais il n'a pas été suivi, notamment pas par les LR. Ça nous étonne pas trop. Mais après, je pense que c'est pas une question de bord politique. Je crois qu'à partir du moment où on vole le vote des Français, et en fait, ça va impacter tous les Français, cette hausse d'électricité. C'est pas uniquement le petit commerce, la petite entreprise ou la grande entreprise, c'est tous les Français qui vont payer. Aujourd'hui, quand on est maire d'une commune, tous les maires de France tentent vainement de sauver leur commerce de proximité pour les locaux. Aujourd'hui, avec cette hausse d'électricité, comment vont-ils faire? Est-ce que les commerces de proximité vont pouvoir encore rester ouverts? C'est pas dit. Que fera le maire? Et ça, pour moi, l'électricité n'a pas de couleur politique. Non, mais il se trouve quand même que ceux qui ont été le plus choqués par cette manœuvre du gouvernement, c'est l'opposition. Que le RN prenne position, c'est bien, il en faudrait d'autres. Mais qui de toute façon sont déjà distribués, qui ne pourront pas être augmentés, ou peut-être qu'ils le seront, mais qui retomberont sur la question budgétaire. Et puis il ne faut pas oublier que ce sont quand même des énergies, c'est subventionné. Donc à partir du moment où c'est subventionné, c'est vous, c'est moi, c'est les Français qui payent. Oui, mais comme vous savez, beaucoup de gens soit ne s'en rendent pas compte, soit ne veulent pas le savoir. Donc il y a une imposition qui est faite pour ça. Oui, mais quand votre facture d'électricité va augmenter, en fait, ça, vous le voyez très concrètement. Hein. Quand on sait qu'aujourd'hui, en France, il y a des gens qui ne se chauffent pas l'hiver parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les factures d'électricité. C'est quand même un drame, sachant qu'on a quand même l'électricité la plus décarbonée avec le nucléaire et la moins chère. Oui, bien sûr. Alors, on va appeler Monsieur Chantreau, parce qu'on va aborder, vous avez envie d'en parler, mais vous allez en parler à deux, comme ça, pour parler des conséquences, parce qu'on vous dit toujours, les éoliennes, c'est bien pour l'emploi. Alors, j'ai posé la question donc à Jean-Vincent Fautreau, et voilà, il a des arguments pour contrer un petit peu cette idée que, eh bien, par les éoliennes, on va se sauver l'emploi. Alors, est-ce que nous l'avons au téléphone? Allô? Oui, je suis là. Ah, vous êtes là, formidable. Très bien. L'intérêt. Voilà, donc nous avons abordé ce que constituait une éolienne comme béton, comme profondeur, comme câble, tout ce que ça pouvait faire. On a évoqué aussi le bruit, par exemple, pour les gens qui ont des maisons pas très loin. Alors évidemment, offshore, c'est moins important, mais peut-être que ça perturbe les poissons, ça vous allez nous le dire. Et donc, avec vous, on aborde quelque chose que Valérie Michel donc, a très envie de développer, qui est justement
les conséquences, non pas forcément sur, comme l'éolienne terrestre, sur les voisins ou les propriétaires, mais sur la mer et sur les métiers de la mer. Oui, tout à fait. Alors, préalablement, je voudrais rétablir certaines vérités qui ont été dites jusqu'à présent. Moi, j'interviens en tant que secrétaire général de l'Union française des pêcheurs artisans, mais aussi en tant que président du mouvement Réveil des terroirs, qui est un mouvement collectif qui regroupe l'ensemble des producteurs, agriculteurs, métiers de bouche, pêcheurs français, pour défendre notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté énergétique. Alors, dans le domaine très spécifique de l'éolien offshore, ce qu'il faut tout d'abord dire, c'est que pour les pêcheurs artisans, cette technologie est une politique de la triple peine. Pourquoi triple peine? La première chose, c'est qu'on nous interdit, en tant que pêcheurs artisans, de venir pêcher dans ces zones où sont implantées ces éoliennes, à la fois pour des questions de sécurité, mais aussi parce que voilà, il nous est impossible de pouvoir développer nos arts normands et nos arts traînants dans ces zones. Donc, on nous demande d'aller pêcher plus loin, plus au large, en prenant plus de risques et en consommant plus de carburants fossiles, ce qui est quand même une aberration dans un contexte de transition écologique. Le deuxième argument, c'est que bien forcément, ces éoliennes ont un impact écologique sur les écosystèmes, avec une perturbation de l'environnement, avec des dérogations qui sont octroyées par les préfectures de manière à pouvoir s'opposer aux directives européennes qui ont pour objectif de préserver les habitats des espèces en voie de disparition, tels que les dauphins, les marsouins, les chiroptères, c'est-à-dire les oiseaux marins aussi, les fous de bassin, etc. Donc, pour favoriser cette transition énergétique, on met à bas une transition environnementale et une transition écologique. Et puis le troisième point, c'est que les pêcheurs artisans, comme tous les contribuables, sont des consommateurs d'énergie, à la fois personnellement, mais aussi à travers leur filière de transformation de produits de la mer, etc. Et ce qu'il faut souligner, c'est que cette politique, cette PPE3, va plus que doubler nos factures d'électricité, aussi bien pour les consommateurs privés que pour les industriels. Pourquoi? Parce qu'il va falloir financer des investissements qui vont se retrouver en bas de votre facture d'électricité. Ce n'est pas une augmentation du prix du mégawatt ou du kilowattheure qui va être impactée, c'est un coût de raccordement au réseau, c'est un coût de modernisation des infrastructures qui va au bas mot coûter jusqu'à 2035 plus de 1000 milliards d'euros. Ces 1000 milliards d'euros, il va bien falloir les trouver quelque part. Elles ne vont pas être trouvées via des taxes directes, mais elles vont être trouvées via des taxes indirectes qui seront répercutées en bas de vos factures d'électricité. Alors, pour reparler plus particulièrement de CM1 et CM2, ils vont être en effet implantés en zone économique exclusive, c'est-à-dire à plus de 12 000 nautiques, c'est-à-dire environ une vingtaine de kilomètres des côtes. Il y a là une gêne notable à la fois pour la pêche, mais aussi pour la navigation, pour la sécurité, et avec une incertitude totale pour les communautés littorales de pouvoir percevoir cette taxe éolienne qui a été promise en cas d'implantation des parcs en zone littorale. Si ces parcs CM1 et CM2 étaient implantés en bordure du littoral, elles devraient générer pour l'ensemble des bénéficiaires plus de 51 millions d'euros par an de revenus. Ce ne sont pas des subventions, ce sont des taxes qui sont redistribuées entre les collectivités territoriales, le Comité national des pêches, le Comité régional des pêches, la SNSM, la Société de sauvetage en mer, et aussi les institutions de préservation de l'environnement. Du fait que ces éoliennes vont être implantées au large, il n'y a aucune garantie pour les collectivités territoriales de pouvoir récupérer cette manne financière. C'est ça, voilà, je disais que c'est moins facile que quand c'est terrien, effectivement. Non, c'est pas que c'est moins facile, c'est que pour l'instant, il y a un vide législatif total derrière lequel le gouvernement se rétracte en disant bah, écoutez, oui, on vous a promis ça, mais demain, ça va changer parce qu'on a mis justement ces éoliennes en large. Alors, ces éoliennes en large, qui, dans le cas de CM1 et CM2, ne vont pas être en effet des éoliennes flottantes, mais vont être des éoliennes fixées. Elles vont faire plus de 380 mètres de haut au-dessus de la surface de l'eau.
mais en dessous, ça sous-entend encore 50 mètres pour pouvoir atteindre le sol, et encore de nouveau 30 ou 40 mètres pour pouvoir pénétrer le substrat. Vous comprendrez bien que c'est une perturbation monumentale et catastrophique pour l'environnement. Et de ce fait, les préfectures sont obligées de prendre des mesures dérogatoires aux directives européennes de conservation des espèces protégées. Alors, d'un côté, on nous demande d'avoir un concept écologique, et de l'autre côté, pour pouvoir promouvoir une transition énergétique, on détruit cet environnement. C'est une aberration totale. C'est ça, et ça me fait penser à une... On avait interviewé quelqu'un dans cette émission qui nous avait expliqué qu'ils avaient un terrain qui bordait une plage et qu'ils avaient eu 15 000 € d'amende, on les avait menacés, en tout cas, ils avaient dû faire marche arrière, pour avoir touché à une plante, simplement, qui était sur le littoral. Donc, effectivement, on voit bien la différence dans l'application de la directive Habitat de l'Union européenne, effectivement. Tout à fait. Hein. C'est une législation à double vitesse. Parce qu'en face de nos interrogations, on nous oppose l'intérêt national. Et l'intérêt national qui prévaut aujourd'hui est celui de pouvoir suivre une politique de la PPE3, donc de la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est aujourd'hui totalement inutile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France a une énergie qui est décarbonée une énergie électrique qui est décarbonée à 95% grâce à l'énergie nucléaire. Et aujourd'hui, on nous demande quoi? D'investir plus de 1000 milliards d'euros dans des énergies renouvelables intermittentes qui ne produisent que quand le vent est présent, etc. Et en parallèle, donc, comme mesure d'ajustement, de moduler l'énergie nucléaire. C'est-à-dire qu'on va demander aux centrales nucléaires... Oui, ça, c'est pas dit du tout, ça. C'est la première fois que je l'entends. Tout à l'heure, Valérie Michel nous l'a dit. C'est la première fois que j'entends ça. C'est intéressant. Oui, c'est pourtant une réalité. Aujourd'hui, les exploitants des centrales nucléaires, comme à Flamanville, puisqu'on parle du département de la Manche, on va leur dire de réduire leur production d'électricité de 30, 40 ou 50%, de manière à pouvoir libérer et produire et distribuer dans le réseau une énergie ayant une source éolienne. Or, une centrale nucléaire, comme le précisait justement Valérie, elle n'est pas faite pour fonctionner à 50%. Elle est faite pour fonctionner à plein régime. Sinon, cela introduit des coûts de maintenance qui sont faramineux. Donc, l'énergie nucléaire qui aujourd'hui est rentable parce qu'elle nous permet de produire un mégawatt à moins de 45 € le mégawatt. Demain, on va nous imposer d'une production d'électricité, comme par exemple, elle est produite en baie de Saint-Brieuc avec de l'énergie éolienne, à plus de 196 € le mégawattheure. Oui. Que l'on va revendre à perte sur le réseau. Et qui va payer cette différence? Eh bien, encore une fois, ce sont tous les consommateurs d'énergie, tous les consommateurs d'électricité en France qui vont payer ça en bas de leur facture. C'est une taxe indirecte qui est totalement injuste, qui est préjudiciable à toutes les activités professionnelles, à l'industrie, aux consommateurs et aux capacités de réinvestissement des entreprises dans ce dogme qui est en train d'être mis en place du tout électrique. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui. Ça va dans la poche de qui? Ça va dans la poche de qui? Alors là, puisque si j'ai bien compris, il faudrait 3 heures. Alors, si j'ai bien compris, attendez, juste un petit peu pour poser plus précisément ma question. On a bien compris quand même qu'à courte échéance, c'est pas raisonnable, ça coûte moins cher. À longue échéance non plus, puisqu'on a vu qu'est-ce que ça coûtera quand le jour où il faudra les défaire, parce que je crois qu'au bout de 25 ans, il faut les enlever. Je parle des terrestres. Donc, en fait, apparemment, ce ne serait peut-être pas compliqué. En fait, ce sont les entreprises qui les produisent et qui les installent. Est-ce qu'on sait qui sont ces gens-là? On a vu tout à l'heure que l'entretien était par EDF et Total, déjà. Donc, c'est l'État, déjà. Là, vous abordez un sujet très important qui est celui de la souveraineté énergétique. Tous les équipements nécessaires à la production d'éoliens offshore sont fabriqués par des sociétés étrangères, principalement chinoises, secondement allemandes, et sont financés par des consortiums financiers internationaux qui bénéficient principalement à des fonds de pension américains et canadiens. Donc pas de en français. l'occurrence, on nous dit
on nous dit en l'occurrence, et je vais aller plus loin, dans le cadre de la maintenance de ces parcs éoliens, tout est fait par des sociétés étrangères qui ne génèrent pas d'emplois en France ou alors des emplois de bas niveau. Tous les ingénieurs, etc., et toutes les sociétés de maintenance sont ces sociétés étrangères immatriculées dans les paradis fiscaux. Donc, on n'a aucun intérêt pour la France. Et je vais même vous raconter une petite anecdote qui est quand même assez incroyable. Un des premiers parcs éoliens en France qui est aujourd'hui opérationnel, qui est celui de la baie de Saint-Brieuc, qui jusqu'à présent était et qui est toujours exploité majoritairement par Iberdrola, société espagnole, vient de revendre 25% de ses actifs au Qatar. Donc aujourd'hui, on est en train de se plaindre que nos énergies fossiles, que nous sommes trop tributaires des pays du Golfe et qu'on a besoin de retrouver une souveraineté énergétique en France. Et on est en train de céder toute la production électrique de l'éolien offshore à des sociétés étrangères et entre autres à ces sociétés qui jusqu'à présent nous fournissaient des énergies fossiles. C'est juste une aberration. Une deuxième question. Ces gens-là donc gagnent cet argent, j'en ai bien compris. Et ceux qui votent ce genre de choses dans ce pays, la France, qu'est-ce qu'ils en profitent en fait? Est-ce qu'on a une traçabilité? Non, mais ça c'est européen, c'est des directives européennes. Hein. On ne peut pas le faire tant qu'on est dans l'Europe. Ah oui, c'est une directive européenne, ouais. L'Europe a bon dos. L'Europe impose à la France de suivre un programme de décarbonation de la filière énergétique. Mais la France aujourd'hui est un des rares pays au monde à avoir une énergie électrique décarbonée à 95%. Donc on a de leçons à recevoir de personne en ce domaine. Alors maintenant, vous posiez une juste question. À qui profite le crime? Oui, parce qu'il y a quand même des élus qui votent des choses. Demandez donc à certains partis politiques, dont certains représentants sont les avocats de sociétés allemandes qui fabriquent les éoliennes offshore. Demandez au LR, demandez à certains avocats qui aujourd'hui vont venir mettre des procès à des communes territoriales parce qu'elles refusent d'implanter des éoliennes terrestres et qui leur réclament plus de 44 millions d'euros de dommages et intérêts. Ça, ce sont nos représentants politiques aujourd'hui qui sont au Parlement français et qui ont une position totalement versatile et intéressée du développement des éoliennes offshore. Et demandez à Mme von der Leyen, à la Commission européenne, quelles sont les actions de son mari au sein de sa société qui promeut les énergies renouvelables et qui vient de bénéficier de 187 millions d'euros de subventions de l'Union européenne pour promouvoir ces programmes. Vous cherchez où est le crime? Vous l'avez trouvé. Oui, mais enfin, il y a des États qui savent se défendre en Europe et qui justement, on aurait pu effectivement arguer, comme vous le dites, que nous avions déjà décarboné de très grande manière et que donc nous n'étions pas obligés d'augmenter à ce point les énergies renouvelables. Mais on ne l'a pas fait. Nous n'avons pas de représentants. Je pense que le président de la République et de manière générale son parti sont tout à fait acquis, aussi provoqués par une pression des écologistes qui est extrêmement importante. Ça a été une concession aux écologistes en France, ce genre de décision. Et comme le nucléaire, Macron est revenu sur l'histoire du nucléaire, mais il y a 1 an et demi. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, on a décidé de fermer les centrales. Enfin, donc l'Europe a bon dos, c'est vrai, parce que nos dirigeants ont choisi délibérément ce type d'approche. On est géré par des gens corrompus. Mais... Voilà. Oui, ou alors pas jusque-là, parce que c'est pas forcément dans leur poche que ça va, mais en tout cas... Peut-être indirectement. C'est au moins dans la poche de leurs amis. Vous disiez justement que la filière nucléaire avait été complètement démantelée depuis la présidence de M. Sarkozy et amplifiée sous la présidence de M. Macron, avec la fermeture de Fessenheim, etc. Et Hollande, alors que nous étions les leaders européens de l'atome. C'est ça, non, mais il y a eu vraiment une... Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le poids surtout en France, parce que vous dites qu'il y a d'autres pays qui ont réussi à mieux se défendre, est-ce qu'il n'y aurait pas tout simplement un poids de l'idéologie quasi religieux des écologistes sur les décisions écologiques? Oui, puis plus que religieux, il y a une pression politique extrême, hein, c'est ça. Si tu fais pas ça, tu n'auras pas nos voix.
Pardon? Citez-moi un des pays européens qui a réussi à surmonter cette problématique. Bah, Ne me parlez surtout pas de l'Allemagne, qui, l'Allemagne, en n'ayant pas de effet, nucléaire, effectivement, elle ne pouvait pas dire la même ils ont chose. non, non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont constaté que l'éolien ne fonctionnait pas et n'était pas capable de leur fournir une énergie constante, une énergie électrique constante. Et aujourd'hui, leur seule solution, c'est de se retourner vers des centrales au charbon Oui, c'est et incroyable. d'acheter à la France notre énergie Oui, de source nucléaire à moindre prix parce que malheureusement, avec l'Europe, nous sommes contraints à un système de compensation et de régulation des cours au niveau européen qui fait qu'on partage notre économie, notre énergie en perte. En oui. Italie, par exemple, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant d'éoliennes. Enfin, chaque fois que j'ai pris un train en Italie, j'ai pas eu. Non, c'est vrai. Le pays qui a le Alors, plus, mis d'éoliennes, c'était l'Espagne. Et moi, je me souviens très bien qu'allant en Espagne, il y a déjà longtemps, hein, au moins 10 ans, si c'est pas plus, j'avais été effondrée de voir ces paysages qui sont décrits dans la littérature espagnole, tiens, couverts d'éoliennes. Ouais. J'avais été vraiment frappée. non, vous avez raison de le souligner. La seule différence, c'est que l'Espagne, dont le principal promoteur éolien est la société Iberdrola, ont bénéficié de subventions massives de la part de l'Union européenne pour faire cette transition énergétique. Alors, aujourd'hui, cette société Iberdrola vient, pour l'année 2026 jusqu'au programme 2023, de décider un désinvestissement total dans l'énergie éolienne. À telle enseigne, c'est qu'ils viennent de revendre tous les parcs éoliens, sauf celui de Saint-Brieuc, négocié à 196 € le mégawattheure, à une société française qui vient de sortir, de tomber là du ciel et qui d'un seul coup rachète les parcs d'Iberdrola. Mais Iberdrola, en Espagne, a décidé de diminuer de 25% ses investissements dans les énergies renouvelables. Mais alors, du coup, elles ne seront peut-être pas renouvelées, les éoliennes, parce que si elles ont un temps limité de vie. Alors le temps limité de vie, parlons-en. Vous citiez tout à l'heure une durée de vie de 25 ans pour Oui, une éolienne parler de terrestre. ça, oui. En mer, ça sera moins de 15 ans à cause des problèmes de corrosion. Alors, ça vaut vraiment pas le coup. Une éolienne, expliquez-moi comment une éolienne qui coûte une éolienne offshore en mer, qui coûte 2,5% plus cher qu'une éolienne terrestre, va être capable d'avoir un retour sur investissement par rapport à une éolienne maritime qui, elle, n'a une durée de vie que de 15 ans. C'est économiquement impossible. Oui, c'est mathématique. Ouais. Simplement. Et on retrouve un petit peu la même problématique pour le photovoltaïque. Hein. On a un petit peu le même. Ouais. Alors, c'est pas votre sujet, mais c'est quand même très important aussi. Tout à fait. Alors maintenant, pour revenir à une problématique qui me concerne plus particulièrement, celle de la pêche artisanale. Oui. Il est totalement faux de dire que les pêcheurs artisans reçoivent des subventions en contrepartie de leur éviction des parcs éoliens. C'est totalement faux. Ces fonds viennent cet argent de la taxe éolienne va sur un fonds commun qui doit promouvoir la décarbonation de la filière maritime. C'est-à-dire que se crée aujourd'hui une multitude de comités, de structures de réflexion, de scientifiques, pseudo-scientifiques et techniciens qui profitent de cette manne pour pouvoir tenter de trouver des solutions technologiques de manière à ce que demain, nos bateaux de pêche ne fonctionnent plus avec du gasoil, mais avec des carburants Avec de différents l'électrique. comme de l'électricité ou autre. Alors c'est une très bonne initiative, mais toujours est-il qu'en attendant, les bateaux de pêche aujourd'hui se voient spoliés de leur zone de pêche, perdent un potentiel de chiffre d'affaires et de rendement de plus de 40% sans aucune compensation financière. Ça, il faut être très clair là-dessus. Alors, pourquoi on le dit, ça? Pourquoi on dit qu'ils ont une parce que chère madame, il n'y a pas dans ce domaine qu'on nous raconte des fadaises. C'est vrai, mais quand même, là, c'est un peu gros, je trouve, comme fadaise. Il y a d'autres fadaises qui sont aussi grosses. Quoi, ça va. Je peux vous assurer que c'est une réalité. Parce que, si j'ai bien compris, l'interdit des parcs éoliens, ce sont des dizaines d'hectares. C'est-à-dire que dans votre coin, par exemple, où la Manche n'est pas infinie, puis en plus il y a l'Angleterre en face, qu'est-ce que ça donne sur la pêche? Ça la restreint considérablement. Ce que ça donne sur la pêche, c'est que
en plus de ces parcs éoliens, en plus de cette problématique que vous venez de soulever du Brexit et du partage des eaux de pêche avec la Grande-Bretagne, avec les zones d'air maritime protégées, parce que ça aussi, c'est quand même oui, en plus, oui, bien sûr. campagnolesque. Bien sûr. C'est que pour pouvoir justifier et compenser l'impact écologique de l'implantation de ces éoliennes, en périphérie, on développe des aires marines protégées de manière à pouvoir reconstruire la biodiversité. Ah oui, évidemment. Oui, c'est ça. Non, on va faire un musée, en fait, d'un côté, puis de l'autre, on va désertifier. C'est ça. Complètement. Et il est évident que pour la pêche artisanale, qui est une pêche côtière, qui est justement la seule impactée économiquement et directement par cette occupation du domaine public maritime, on est en face d'une aberration totale. Et je peux vous assurer que les pêcheurs artisans aujourd'hui ne touchent aucune subside, aucune subvention, aucune compensation du fait de l'implantation de ces parcs éoliens. Alors moi, je vous ai posé une question quand je vous ai eu au téléphone, parce que je pensais à Cancale et je pensais au parc à huîtres de Cancale, par exemple. Et je me disais, est-ce que les éoliennes impactent aussi ce type d'activité et vous m'avez dit, normalement non, mais en fait si, parce que les assurances ne veulent plus assurer ces parcs. Alors, c'est pas tout à fait ce que je vous ai dit. Les ostréiculteurs, c'est pour ça que je vous pose... les conchiliculteurs ont une activité sur l'estran, c'est-à-dire la zone du domaine public maritime qui découvre à marée basse. C'est là qu'ils font leur production. Il est bien évident que les éoliennes ne sont pas implantées sur ces zones. Par contre, si vous citez le cas de la baie de Saint-Brieuc, où une des principales activités est la pêche de la coquille Saint-Jacques avec des dragues, eh bien, les bateaux de pêche, même s'ils ont des autorisations délivrées exceptionnellement par la préfecture pour venir pêcher à 3-4 bateaux par jour, pas plus, eh bien, les assurances, nos assurances de pêche, ne nous couvrent pas parce qu'ils considèrent que le risque de collision, le risque d'enchevêtrement dans ces parcs éoliens est trop important. Donc, si vous allez pêcher dans ces parcs éoliens, c'est à vos risques et périls. C'est ça, donc c'était quand même ça a un effet néfaste, c'est certain. Et alors, comme le temps tourne, et je voulais quand même vous poser une question, puisque j'ai cru comprendre, aussi bien en parlant avec Valérie Michel qu'avec vous, que vous étiez en lien avec Alexandre Jardin, et qu'il y avait quelque chose à voir avec la naissance des gueux d'Alexandre Jardin. Donc, il semblerait qu'il s'intéresse à ce problème-là aussi, en plus des autres, les ZFE, etc. Oui, bah, bien sûr, Alexandre Jardin traite différents sujets économiques, sociaux et sociétaux. Et sur ce registre de la PPE3, eh bien, nous sommes en totale convergence d'action. Nous avons mis en place un nouveau mouvement qui s'appelle Réveil des terroirs. Ce mouvement Réveil des terroirs se veut de fédérer et de regrouper de manière purement politique l'ensemble des forces vives de la nation et de recréer un lien social et sociétal et économique entre les producteurs et les consommateurs. Aujourd'hui, on a besoin de redonner confiance au peuple français, de faire comprendre qu'il est préférable de consommer français, et nous nous battons aux côtés des agriculteurs, aux côtés des commerçants, des métiers de bouche, de toutes les professions qui sont plus ou moins impactées par nos problématiques que l'on rencontre en termes de souveraineté alimentaire et de souveraineté énergétique. Parce que les deux sont liés. Oui. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut dire, ce que nous défendons avant tout, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et le pouvoir d'achat des Français, qui est aujourd'hui devenu la première préoccupation, c'est l'alimentation et l'énergie. Et c'est sur ces deux thèmes que l'on veut se battre jusqu'au bout. Alors, je voudrais, nous avons terminé la partie de l'émission qui est consacrée aux éoliennes, et je voudrais que l'un et l'autre, Valérie Michel et vous-même, vous donniez la manière de vous joindre pour participer à vos mouvements. Jean-Vincent, vas-y. Non, mais je t'en prie, Valérie. Alors, nous avons, un moyen d'action qui est un moyen fédérateur, c'est le mouvement Réveil des terroirs, que vous pouvez retrouver sur X,
que vous pourrez retrouver sur Facebook, que vous pourrez retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et aussi à travers Hello Association, en tapant Hello Association /association /Travail des terroirs, vous allez nous trouver. D'accord, parfait. Notre demande n'est pas de récolter des fonds pour financer des soirées festives. Zut. Non, mais parce que d'autres le font. Oui, je sais bien. C'est pour ça que je tiens à apporter cette précision. Notre volonté, c'est de pouvoir organiser une lutte collective au niveau juridique, grâce, par exemple, à l'action que mène actuellement Maître William Hazan, qui est notre avocat, aussi bien de Sentinelle des Vauban que de Réveil des terroirs et de l'Union des Françaises des pêcheurs artisans, pour pouvoir acter et ester en justice, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Très bien. Et vous, Valérie, alors, comment joint-on votre association des Sentinelles de Vauban ? Alors, moi, vous pouvez m'envoyer un mail sur éoliennemanche tout attaché @proton.me. J'ai également vous pouvez aussi adhérer à l'association Les Sentinelles de Vauban. Et comme vient de le dire très justement Jean-Vincent, on vient de créer une cagnotte pour faire notre recours contre la PPE3 qui sera menée par Maître Hazan. Et la cagnotte s'appelle Recours mené par Maître Hazan contre la PPE3. Elle est disponible dès à présent sur Internet. Voilà, alors donc, tout ça pas. Après avoir réglé votre cotisation à Radio Courtoisie, bien sûr. Voilà, merci beaucoup, merci Jean-Vincent Chantreau et merci d'être venus tous les deux, l'un physiquement et l'autre en visio, pour défendre cette belle cause. Voilà. Merci. Si je peux me permettre un dernier message, c'est que nous espérons que Radio Courtoisie va continuer de suivre nos actions, aussi bien celles de Sentinelle des Vauban que celles de Réveil des terroirs. Et que, parce que nous nous engageons dans une lutte à long terme, qui va être une lutte dure, et on a besoin du soutien de tous. Bien sûr, mais n'hésitez pas également, à favoriser Radio Courtoisie en versant une petite obole. Voilà. Bien, alors nous allons aller de la laideur des éoliennes vers une laideur encore plus grande, mais j'ai justement invité Laurine Martinez. Bonjour Catherine. Qui nous fait le plaisir de venir parce que j'ai lu un article. Je dois dire que c'est le seul, alors je ne dis pas que c'est le seul sur la Terre, mais le seul parmi mes amis, et notamment mes amis Facebook, mais aussi mes amis physiques, souvent c'est les mêmes d'ailleurs. C'était le seul qui qui évite justement ce qui traîne un petit peu partout, c'est-à-dire qu'on s'écharpe, c'est les juifs, c'est pas les juifs, c'est l'aboutissement du mouvement MeToo, c'est l'aboutissement du virilisme, c'est des choses qu'on peut dire à propos de ça, mais comme je l'ai dit dans l'introduction, moi je trouve que les Français qui évitent de se mettre le nez dedans, c'est peut-être aussi pour se préserver d'une certaine forme de dégénérescence de l'action des êtres humains, qui a toujours existé sans doute, mais qui était beaucoup moins divulgué. Et donc c'est pour ça que je vous ai invité, Laurine, pour avoir votre point de vue. Oui, mais écoutez, merci Catherine. Alors, j'ai pas spécialement envie de refaire une redite de l'article, mais j'invite évidemment tout le monde à aller le lire. J'ai effectivement traité l'affaire sous un angle. Enfin, généralement, quand je prends la plume, c'est que je suis assez insatisfaite moi-même de ce que je lis. Donc, je suis ravie de voir, Catherine, que ça vous avait plu. Et quand vous m'avez proposé de venir pour parler, d'ailleurs on va se tutoyer parce que dans la vraie vie on se tutoie. Pour parler de la laideur, évidemment c'est pas très attractif. Parler de la laideur, je me suis dit effectivement Epstein et le lait, il y a quelque chose à faire. et je me suis dit que on ne savait plus vraiment s'il fallait parler de la laideur de l'affaire Epstein ou de l'utilisation de l'art allié à la laideur. C'est-à-dire qu'en réalité,
contrairement à l'opposition que tu as fait entre hier et aujourd'hui, le beau et le laid, c'est pas aussi simple. Il y a une esthétique de la laideur. Il y a une esthétique de la laideur que tout le monde connaît, si on l'appelait comme ça. Et puis, en réalité, il y a l'horreur et la laideur morale de Epstein qui, parfois, sert à cacher... l'esthétique sert à cacher la laideur morale d'Epstein. Et pour ça, je vais commencer par une opposition que tout le monde a plus ou moins en tête sans vraiment la nommer, qui est celle entre naturalisme et symbolisme. Dans la littérature, c'est au moment de la révolution industrielle, une acceptation de la science et de la révolution industrielle ou son rejet. Donc son acceptation par Zola, c'est-à-dire qu'il va faire entrer la science et les descriptions cliniques, y compris de la laideur, dans toutes ses œuvres, et son rejet par Wilde, qui lui va dire qu'on ne fait jamais que du beau pour lui-même et qui se plaint que le 19e siècle refuse l'idée d'art et de romantisme, et qui dit, l'art, dans l'introduction de Wilde, du portrait de Dorian Gray, l'art est à la fois surface et symbole. Ceux qui vont au-dessous de la surface le font à leurs risques et périls. Ceux qui interprètent le symbole le font à leurs risques et périls. Eh bien, je pense que nous avons quelques périls peut-être à tenter ici pour expliquer la précisons qu'il s'agit d'Oscar Wilde. Exactement, d'Oscar Wilde. Et donc, cette dichotomie naturalisme-symbolisme, elle se retrouve aussi dans la musique. Et elle se retrouve dans une espèce d'acmé, puisque c'est le naturalisme qui l'emporte en opéra, dans le vérisme. Et le vérisme, tout le monde le connaît sans le nommer, puisque... Mais si, c'est Puccini. Ah, c'est Puccini. Et donc, mal Puccini, je dois dire. Nous allons écouter en premier extrait un petit extrait de la prière de Tosca. Tosca étant le fil rouge un peu de toute mon intervention à partir de maintenant. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et oui, quante miseri conobbi aiutai, comme dit cette chère Tosca, toutes les misères que j'ai pu connaître. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais Puccini est un compositeur qui va énormément reprendre des thèmes quotidiens, donc toujours sur la question du naturalisme, les garçons de café, les pauvres, les paysans, etc., etc. Et qui va noter sur toutes ces partitions, pas comme on l'entend dans la prière de Tosca, mais quand même, criant de façon impatiente, chanter avec la voix étranglée, donner des sons grinçants. Donc on est vraiment dans une forme de réalisme. Mais il a un opéra que tout le monde connaît, donc cette Tosca, qui, elle, est une espèce d'apogée, un summum entre l'esthétique de la laideur et une forme de retour au grand thème de l'opéra, puisque le sujet est classique, c'est un drame politique et historique, et en même temps, le traitement vocal est vraiment vériste. Et en réalité, ce que je veux vous faire comprendre dans cette première partie, c'est-à-dire dans l'esthétique de la laideur, c'est que court à travers tout le 19e siècle, une dichotomie entre les deux, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être réaliste ou est-ce qu'il faut rester symbolique en partant des peintures de Goya. Alors ça, je ne sais pas, mes chers auditeurs. Ah oui, elles sont terrifiantes. Chers auditeurs, elles sont terrifiantes. Et alors, elles sont au musée du Prado, au sous-sol, tout au fond, à droite. Je m'en souviens encore, même si j'y suis allée il y a longtemps. Elles sont atroces. On est en réalité dans un expressionnisme qui ne s'appelle pas encore comme tel. Il y a de la noirceur, de la laideur, de la vieillesse, de la mort, du crime. Et en réalité, on observe chez Saturne dévorant un de ses fils, qui est pourtant un sujet antique, donc qui devrait faire partie du beau, une forme de laideur, parce que mangeant son enfant, on en sent la corruption de la jeunesse et la soif de la destruction. Eh bien, mesdames et messieurs, un siècle après, parce que c'est des peintures de 1820, presque un siècle après, parce que Tosca est écrit en 1900, nous en sommes encore là, à une espèce de mélange entre les deux, puisque Tosca est une artiste qui vit pour l'art, donc au sens
waldien du terme, c'est de l'art pour l'art, avec un traitement très vériste de la voix, et en même temps un sujet où Tosca se retrouve en prise à l'effroyable Scarpia, qui, pour un jeu de chantage sexuel, essaye de sauver son amoureux. On m'a complètement échappé, ça. Oui. Alors je vais reprendre le résumé de l'œuvre, c'est que Tosca est amoureuse d'un peintre qui se trouve mêlé à des questions de politique et d'instauration de la République au sein de l'Italie et au sein de l'État de Rome où ils sont. Un État pontifical a été recréé avec une milice politique qui est gérée par un espèce d'ignoble personnage nommé Scarpia. Et Scarpia désire absolument Tosca et lui fait croire qu'il va sauver son poète et son peintre contre, entre guillemets, contre ses faveurs sexuelles. Et c'est par le biais de cette Tosca, mesdames, messieurs, que nous retournons sur la question de Monsieur Epstein. Et donc, nous pouvons lancer d'abord le deuxième extrait. Il s'agit de Tosca tuant à coups de couteau Scarpia à la fin de l'acte 2. Donc là, on entend bien Calas crier magnifique. De haine d'enfin réussir à tuer son bourreau, chose que en fait, en réalité, j'ai vérifié, il y a 3 opéras au monde où c'est une femme qui finit par tuer le méchant, et Tosca en est un Carmen des 3. Non, Carmen. Ah oui, c'est le contraire. C'est elle qui se fait tuer. Voilà, c'est le contraire. Fidelio, un opéra de Wagner et Tosca. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant de repartir de la laideur de Tosca, tant de la laideur de Scarpia que de l'œuvre, pour parler d'Epstein, parce qu'en réalité, on passe de la question de l'esthétique de la laideur à l'utilisation de l'esthétique pour cacher la laideur morale d'un personnage nommé Epstein. Et alors moi, les dossiers Epstein, ça m'a fascinée. D'abord parce que j'avais l'impression de me plonger dans un livre, les notes d'un futur livre d'un Balzac contemporain. Et ensuite parce que l'homme est en réalité mécène d'art. Et on voit bien qu'il utilise l'art pour se sentir beau. Je suis tombée sur un article de Paris Match atroce d'une jeune femme qui demande à pouvoir voir son enfant, puisque a priori il aurait violé 2 jeunes femmes, des suites desquelles il les aurait forcées à accoucher. Il leur aurait pris l'enfant à la naissance. Et elle lui dit par mail, cette jeune femme, bien jouer du piano n'est pas une raison suffisante pour penser que quelqu'un a de bons gènes ou qu'il devrait avoir un enfant. Epstein me parle de patrimoine génétique supérieur. Pourquoi moi, la couleur de mes yeux? Vraiment, la couleur de mes yeux. Je regrette la personne que j'étais avant d'être transformée en ce qui ressemble à un incubateur humain. Oui, non, mais eh bien, c'est terrible. Et alors, c'est là qu'on entre dans l'horreur, parce qu'il y a une vraie dichotomie entre cet homme atroce. Par exemple, il adore Beethoven, il y a des entrées sur Beethoven à n'en plus finir, qui est un auteur, un compositeur parfaitement pré-révolutionnaire, et où on se dit, mais comment un homme pareil peut aimer un compositeur qui lui-même a défié tous les tyrans et dont la musique a porté des volontés populaires, d'émancipation, etc. Et alors, il y a un autre cas qui m'aura fasciné, c'est le cas Chasselin. Frédéric Chasselin, qui est un acteur secondaire des Epstein Files, qui est un chef d'orchestre et qui, la presse musicale et la presse tout court, s'est ruée sur l'affaire pour des questions d'assistante, probablement étudiante, qu'il aurait mis en contact avec Epstein. D'ailleurs, il y a une plainte aujourd'hui en cours, mais moi, alors là, vraiment, je m'en fous, c'est pas ça qui m'a intéressée. Ce qui m'a intéressée, c'est... Eh bien, mesdames et messieurs, c'est Tosca, parce que je me suis arrêtée sur un mail qu'il aurait écrit quand il a rencontré Epstein. Quel homme inspiré et inspirant vous êtes.
Je dois dire que c'était la première fois que je pénétrais dans l'univers d'un tel visionnaire. Il ne s'agit pas tant de la dimension matérielle des choses que du goût, du sens des proportions, de l'harmonie, du désir. Tout ce que j'ai vu avait quelque chose de profondément voluptueux. J'étais comme enivrée du début à la fin, sans avoir bu une goutte d'alcool, comme être au cœur d'une œuvre d'art. Les images m'accompagnaient pendant ma direction de Tosca et m'ont insufflé un nouvel élan. Hier, mon tempo et mon désir de cette œuvre étaient différents, inspirés par votre désir pour toutes ces choses qui traversaient mon esprit. C'est qui a écrit ça ? En 2012. Et alors, mais c'est qui a écrit ça ? Chasselin, Frédéric Chasselin, chef d'orchestre. Et alors, c'est incroyable parce que, si vous voulez, bon, c'est un hasard complet, et comme dirait Balzac, le hasard est le plus grand des romanciers qu'il ait joué Tosca au moment où il ait rencontré Epstein. Mais quand même, c'est quand même incroyable de se dire qu'il aura joué cet opéra où en réalité Tosca aurait pu être la victime d'Epstein et Scarpia aurait pu être joué par Epstein lui-même. Avec toutes les mauvaises mises en scène qu'on a, peut-être que demain on aura un Epstein victime d'Epstein sur scène pour représenter Tosca. Et d'ailleurs, on retombe sur la question... Encore une fois, naturalisme, symbolisme, parce qu'on voit bien que tout le vocabulaire de Chasselin dans ce mail consiste à dire « mais je ne vois que la beauté, je ne vois que l'élégance, je ne vois que la culture ». Et en réalité, on peut se demander si, en parlant de Tosca de cette manière à cet homme, Chasselin n'avait pas, sa sensibilité artistique n'avait pas elle-même compris s'il n'y avait pas quelques signaux. Et d'ailleurs, lui-même a donné une interview chez Ouest France où il expliquait que Epstein inspirait fascination et crainte, alors plus Scarpia, c'est vraiment pas possible, et que lui-même avait vu que des jeunes femmes avaient l'air sous emprise au moment d'une autre soirée qui avait eu lieu à New York. Et alors, pour conclure sur tout, et sur Epstein et sur Chasselin, il y a un journaliste donc pour Ouest France qui lui a demandé « Est-ce que selon vous, Epstein est un sujet d'opéra ?» Chasselin répond « Non, c'est trop sordide, je suis père, grand-père, ce sont des sujets sur lesquels je ne peux pas créer sans être écœuré, je préfère travailler sur d'autres œuvres. Epstein, il ne faut pas l'oublier, mais je ne veux pas le transformer en spectacle. » Et alors là, je comprends son point de vue d'artiste, mais en tant qu'artiste moi-même, je ne peux que lui donner tort. Car après tout, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à vouloir enlever la pudeur sur la réalité de ces crimes, qu'on reviendrait à un naturalisme dans l'opéra qui peut-être amènerait les foules à l'opéra en leur proposant des sujets contemporains qu'ils connaissent. Et je voudrais terminer par un court extrait, si nous avons le temps, je ne crois pas, de Embroidery Aria dans Peter Grimes, où une jeune femme se demande si ses protégés n'ont pas été tués par un de ses proches, et elle est en train de coudre, et elle se dit maintenant, mes broderies nous livrent donc peut-être l'indice dont nous évitons le sens. Je pense que ce sens, nous ne devons plus l'éviter, y compris en art. Voilà. Alors, cher... nous avons ici un compositeur et chef d'orchestre. Donc, tu n'aurais pas succombé à ce diable. C'est que le diable, c'est le plus beau des anges. Hein. Donc, Epstein était un très bel homme, effectivement. Tu n'aurais pas succombé, je pense, tout de même. À qui ? À Epstein ? Non, certainement pas. Certainement pas. Non, moi, je suis très, 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 très intéressé parce que ce que Laurine vient de dire, en fait, parce qu'en effet, à partir de cette laideur. Alors, déjà, une première chose, si quelqu'un de nos auditeurs peut m'aider pour trouver l'auteur de la phrase que je vais dire maintenant, que je vais citer de mémoire, ça m'intéresserait. Un de mes professeurs au Conservatoire de Paris, pour le nommer Serge Nigue, nous avait dit la phrase suivante, mais je cite de mémoire, que quelqu'un aurait dit au début du XXe siècle, je crois, je crains que l'on se mette à faire de la laideur intéressante. Si quelqu'un peut me trouver l'auteur de cette phrase, ça m'intéresserait de le savoir. Donc, en effet... Je ne le sais pas, mais je pense que c'est vrai, en tout cas. Voilà. C'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai mémorisé, parce qu'en effet... En peinture et en musique. J'étais disciple de ce compositeur, et donc il nous avait, entre autres, enseigné ça. En effet, ce que Laurine vient de dire, en effet, c'est que cet intérêt pour la laideur, en fait, finalement, de déconnecter la beauté, l'esthétique de l'éthique, en fait, déconnecter l'esthétique de l'éthique conduit à ce qu'on a, nous, connu au XXe siècle, c'est-à-dire une glorification
de la laideur, et je dirais même de la laideur en plus, qui au bout d'un moment n'était même plus intéressante. En fait, simplement c'était insignifiant. Ce qui fait que la musique qu'on appelle la musique dite contemporaine ne suscite aucun intérêt. Il faut vraiment être très très sincère. Alors je vais citer juste un seul compositeur que vous connaissez tous, qui a détruit la musique française après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis sûr que vous connaissez le nom de ce type-là. Pierre, bah voilà. Catherine. Alors? Boulez? Bah voilà, merci beaucoup. Voilà, bah je vais demander à notre technique juste de nous faire m'entendre 3 extraits. Première sonate de Boulez, deuxième sonate de Boulez. Allons-y pour le premier extrait. Alors, ça va être toujours la même sonate. Oui. Il a failli faire de la musique, là, quand même. Il montait les escaliers et paf. Et ainsi de suite. Voilà, et ça peut durer des heures. Voilà. Mais ce type-là, en fait, a détruit en fait la musique française dite contemporaine, dite sérieuse, je sais pas comment on appelle ça. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. Je n'ai jamais très bien compris à quel caste, quel lobby il appartenait, parce que quand même, il a réussi quand même à subsister. Depuis Pompidou jusqu'à Londres. Ah oui, il a été joué partout. J'étais à Saint-Germain-en-Laye, il y avait un concert de Boulez, je suis parti. Première chose, si vous voulez, bon, déjà, moi je veux bien que maintenant, je suis à disposition de quiconque qui nous écoute, qui me téléphone, là tout de suite, pour me dire, est-ce qu'il écoute ça vraiment? Y compris mes collègues compositeurs. Excusez-moi, soyez sincères, dites-moi, vous assis dans votre canapé, pour votre plaisir, pour vous détendre ou pour même vivre une émotion, dites-moi, regardez-moi dans les yeux, vous me dites que vous écoutez ça, même si vous êtes professionnel de musique. Première chose. Alors, je parle connaissance de cause puisque j'appartenais à cette caste-là, mais j'avais 18 ans. Donc on peut me pardonner, entre 18 et 19, je faisais ce genre de choses. Alors, ce que je veux vous dire en effet, par rapport à ça, parce qu'il y a une chose que je n'aime pas du tout, c'est que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Non. Ça, je ne suis pas d'accord. Et là, si j'ai 2 minutes, je vais vous démontrer d'une manière objective où est le problème de ce genre de musique. 8 minutes. C'est-à-dire, un son se caractérise par 4 paramètres. La hauteur, un son aigu, grave, machin, etc. La durée, il est court, il est long, machin. Puissance, piano-forte, et puis la couleur. La couleur, c'est-à-dire un même son joué par un clarinette, un violon et une trompette, vous distinguez. C'est ce qu'on appelle la couleur. Ah oui, je ne connaissais pas ce terme. Ça s'appelle la couleur. Bien. La musique est une communication. La communication entre les humains ne passe pas de l'extrême grave à l'extrême aigu. Elle est plutôt quand même linéaire. Elle ne passe pas de l'extrême piano, de l'extrême... je ne vous parle pas, là, en ce moment, je ne suis pas en train de vous parler de chuchoter et puis de hurler après. Donc, il y a une espèce de... la musique ne communique pas non plus avec des phrases hachées, comme ce qu'on vient d'entendre là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la musique est une communication qui correspond à l'être biologique de l'homme. La communication est biologique, c'est-à-dire fluidité,
fluidité dans la puissance, fluidité dans l'aigu de l'aigu, dans le grave, fluidité dans l'expression, etc., etc. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une musique... c'est tout sauf fluide, oui. Voilà, c'est-à-dire elle est névrosée, elle est un peu psychotique, c'est-à-dire vous passez de l'extrême grave à l'extrême aigu, de piano à forte qui hurle, des pauses, des ruptures, tout d'un coup il y a une multitude de sons, puis tout d'un coup il n'y en a plus rien, etc. Donc en fait, objectivement, cette musique, donc c'est pas une question de goût et de couleur qui ne se discute pas, bien sûr, cette musique-là est contraire à l'être biologique de l'homme, à la manière dont l'homme communique l'un avec l'autre. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'en effet, elle n'a jamais réussi à gagner le grand public. Le grand prédécesseur de ces gens-là, qui s'appelait Schoenberg, qui avait déclaré au début du XXe siècle « Aujourd'hui, ma musique n'est pas acceptée par le public, mais vous allez voir dans 50 ans », eh bien écoutez, plus de 120 ans sont passés, elle n'est toujours pas admise par le public. Ce genre de choses. Et en fait, ça enchaîne un petit peu ce que disait Laurine tout à l'heure, c'est qu'en effet, ils se sont fait de l'incompréhension et de le rejet du public de ce genre de choses, une espèce d'image de l'artiste maudit. Plus je suis incompris par le public, plus je me considère comme plus je suis dans le vrai, plus je suis génial. J'avais un ami ténor qui appelait ça l'art contemporain. L'art contemporain, c'est subventionné. Subventionné et contemporain. Donc voilà, et là, ce que je disais tout à l'heure, en effet, je vais conclure et on va écouter un petit extrait, Catherine, qui m'avait demandé quelque chose d'agréable. Pour faire du bien. Je vais conclure, en effet, en disant tout à l'heure, en fait, ce n'est même pas laid. Ça n'a pas d'intérêt. C'est même totalement inintéressant. C'est-à-dire, c'est une espèce de truc névrosé, un peu chaotique, tantôt fort, tantôt faible, puis l'interruption, puis voilà. Je veux dire, ça n'a qu'une tête, en fait. Et ce n'est même pas laid. En fait, c'est juste un peu névrosé. Et bon, pour nous guérir de ça, on va prendre donc le CD qui s'appelle La Grande Liturgie Orthodoxe Slave, et va entendre un chant des chérubins de Grégory Lvovsky. En fait, donc, ce que je voulais montrer avec ça, c'est que vous ne connaissez pas les paroles, vous ne savez pas ce que ça dit. Vous ne connaissez pas le contexte. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez d'ailleurs même pas besoin de connaître le titre, ça s'appelle l'hymne des chérubins, etc. Mais ce qui est une réalité, je parlais tout à l'heure de la réalité biologique, c'est que vous avez une puissance de son, une hauteur de son, un ambitus, une ambiance générale, un rythme et tout ça, qui apporte quelque chose d'apaisant. La musique n'est pas forcément obligée d'apporter des choses apaisantes. On a vu avec Laurine qui donnait les exemples de l'opéra, il peut y avoir de la passion, machin, etc. Mais elle apporte quelque chose. Ce qu'on avait entendu précédemment avec les rythmes de Boulez, c'est que voilà, elle n'apporte même pas de la laideur. C'est inintéressant, ça n'a aucun sens. Et c'est un petit peu notre drame, c'est parce que quand même, ça fait depuis des années, la première sonate qu'on a entendue tout à l'heure était composée en 1946. Nous sommes presque, depuis ça va faire d'ici quelques années, 100 ans, qu'on subit ça, avec des subventions d'État, etc. Voilà, il faut le dire. Je pense et même la grande salle important de la Philharmonie de Paris s'appelle Pierre Boulez. Oui, enfin, c'est comme les Ukrainiens qui ont donné la plus grande avenue de Kiev au type qui a quand même fait le plus grand massacre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Félicitations. Bon, merci à tous les deux de nous avoir fait passer comme ça du lait au beau et des conceptions philosophiques à d'autres. Merci et rendez-vous le 1er avril.